Bonjour, bienvenue dans le podcast des Humagogues, le podcast des innovations d'utilité sociale avec des experts formateurs des Humagogues qui expérimentent de nouvelles méthodes ou redécouvrent des approches dans le seul but d'améliorer le quotidien des personnes qu'ils accompagnent. Alors bonjour, merci d'être avec nous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment notre histoire relationnelle intervient dans notre façon de prendre soin de l'autre. Ce podcast s'adresse particulièrement aux professionnels du médico-social, mais aussi à toutes les personnes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie. Donc aujourd'hui, on accueille Alexandra Després, qui est docteure en psychologie et spécialiste de l'attachement. On se connaît depuis plus de 2 ans maintenant, puisqu'on monte ensemble des formations. Donc bonjour Alexandra. Bonjour Jocelyne, tu vas bien? Oui. Merci de m'inviter. Aujourd'hui, on va parler de ce lien entre la stratégie, nos stratégies d'attachement, comment on est rentré en lien avec nos proches dès tout petits, et puis comment ça évolue avec l'âge, et comment quand on prend soin de l'autre, ça peut réveiller des choses. Oui, alors déjà, j'ai un peu présenté pourquoi l'attachement. Moi, je suis surtout une spécialiste finalement des tout petits au départ, et puis de la question de cette construction du lien entre les humains dès la naissance. Et puis, plus on avance dans cette théorie, plus on approfondit, elle a plus de 60 ans maintenant, cette théorie, plus on se rend compte que finalement, et Bowlby nous l'avait déjà dit en 89, plus on se rend compte que l'attachement, en fait, c'est pertinent vraiment de la naissance jusqu'à la mort, en fait, jusqu'à la fin de la vie, et que tout au long de la vie, on a des représentations d'attachement, des liens d'attachement, des besoins d'attachement. Donc du coup, ce savoir que j'ai assimilé sur la construction du lien de façon très intéressante, il est transposable à plein de situations de psychologie de la relation. Et évidemment, il est tout à fait pertinent, et je dirais encore plus pertinent quand on parle des personnes en perte d'autonomie. Qu'il s'agisse de personnes, donc là pour toi spécifiquement, c'est plutôt la personne âgée, mais ça peut être aussi le handicap, par exemple, où il peut y avoir des questions autour de l'autonomie. Alors, si ça te va, j'aimerais déjà peut-être qu'on définisse un peu ce que c'est que l'attachement. Est-ce que pour toi, c'est OK? Oui, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend, qu'on peut comprendre un petit peu, mais dans la théorie, c'est quoi en fait exactement? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Alors, c'est important de le définir parce que souvent, il y a une espèce de représentation je dirais, de vulgarisation populaire de cette notion d'attachement. Elle nous semble familière. En fait, la définition de l'attachement au sens de la théorie de l'attachement est quand même beaucoup plus spécifique, et c'est bien peut-être de faire un point là-dessus. Donc là, je vais reprendre une définition qui a été établie déjà par John Bowlby en 1969. John Bowlby, c'est le psychanalyste qui a construit, qui est le père de cette théorie. Donc l'attachement est un lien affectif profond et durable qui relie une personne à une autre à travers le temps et l'espace. Donc c'est devenu quelque chose de très large. Au départ, il est parti de l'étude de la relation maman-bébé et pensait que c'était vraiment spécifiquement la relation que le bébé construit avec le parent. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus large. Alors, ce qui est vraiment intéressant à comprendre quand on parle de la théorie de l'attachement, c'est la fonction de l'attachement. Donc, la fonction de l'attachement, c'est une fonction de survie au plan biologique des individus. Et cette survie, elle se fait via la relation à l'autre. C'est-à-dire que nous, dans notre espèce, l'espèce humaine, Dieu sait qu'on est une espèce sociale, on ne sait pas survivre sans les autres. On ne sait pas élever nos enfants sans les autres, on a besoin d'être en lien. Et quand on parle de ces liens de survie, on parle du lien d'attachement, et c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut attendre comme aide quand on est en difficulté, quand on est sous stress, quand on ne peut pas faire tout seul. L'attachement, c'est comment je vais m'assurer, comment je vais demander de l'aide et qu'est-ce que je vais recevoir comme aide, qu'est-ce que je m'attends à recevoir comme aide, qu'est-ce que j'ai appris que je pouvais recevoir comme aide de mon environnement relationnel, en fait. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, l'attachement s'active quand on est en vulnérabilité. Et évidemment, la dépendance ou la perte d'autonomie génère des nouvelles formes de vulnérabilité. Et mon histoire d'attachement, tout ce que j'ai appris dans la relation avec les autres depuis tout petit, et qui a organisé mon cerveau, qui a organisé la façon
dont je gère mes émotions, eh ben, ça va colorer ma réaction à cette vulnérabilité, en fait, hein. Donc, je vais être plus ou moins capable et de demander de l'aide et d'en recevoir ou de le donner ou de le fournir. C'est vrai que là, la question de l'attachement, en fait, là, je comprends mieux. C'est vraiment la question du lien affectif que l'on a avec une figure d'attachement, en fait, qui peut être Mmh. la personne dont on prend soin et donc ça peut être aussi bien un aidant familial qu'un professionnel, auprès des Alors, personnes âgées. Donc le professionnel, il n'est pas forcément, toujours figure d'attachement. Enfin, il est même rarement figure d'attachement, que ce soit de l'enfant ou de la personne âgée. Par contre, il va répondre à des besoins d'attachement de l'individu. Donc on imagine bien, d'accord. donc moi je pense par exemple aux bébés, en crèche, les professionnels de crèche ne sont pas à proprement parler des figures d'attachement du bébé, mais elles vont répondre à tout un tas de besoins d'attachement quand le bébé en a besoin. Et j'ai envie de dire les professionnels d'EHPAD, c'est pareil. Donc du coup, on est activé en tant que professionnel dans nos propres représentations d'attachement, dans notre propre histoire d'attachement, parce que en face, on a quelqu'un qui est dépendant et vulnérable et avec qui on est obligé d'être en lien parce que c'est notre espèce qui veut ça, en fait. Donc, du coup, c'est Oui, particulier. Il faut bien comprendre que l'attachement, c'est un système, ce qu'on appelle un système motivationnel, hein. Donc, ça nous motive à faire un certain nombre de comportements. C'est quelque chose de biologique, hein. C'est vraiment biologiquement programmé. Mais c'est un système qui est flexible, c'est-à-dire qu'on est avec une tendance à s'attacher, une tendance à envoyer des signaux d'attachement autour de nous pour avoir des réponses relationnelles, mais cette tendance va s'organiser en stratégie, en profil, on appelle ça les profils d'attachement, euh, en fonction de la réponse qu'on aura eue tout au long de notre vie à nos besoins d'aide. Donc, en fait, ce que la recherche montre, c'est qu'il y a plusieurs parcours d'histoire d'attachement, on va dire. Alors, on en a fait des grandes catégories, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas des catégories à proprement parler. On est un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. C'est des dimensions, c'est comme des couleurs qui se mélangent, on va dire. Mais globalement, vous avez 3 grands profils, un quatrième, si on veut vraiment parler de la psychopathologie, mais on ne l'abordera peut-être pas aujourd'hui. Le premier profil, c'est les individus qui ont des parcours de vie relationnels, des histoires relationnelles d'attachement, dans lesquelles ils ont appris que quand ils sont sous stress, quand ils ont une difficulté, quand ils ont un besoin, on peut le signaler, on peut montrer sa colère, montrer sa peur, montrer sa tristesse, dire que ça ne va pas, et on va recevoir une réponse adéquate, rapide de l'environnement. Donc ça se construit petit. Donc la première réponse qu'on reçoit, c'est celle de nos parents en général. Et quand on a engrammé vraiment dans son corps que c'est fiable cette réponse, qu'à chaque fois qu'on a un besoin, finalement, il y aura quelqu'un qui répondra comme il faut, finalement, on est assez tranquille, on dit sécure en termes d'attachement, on est assez tranquille pour avancer dans la vie et faire face au stress. Et ça construit vraiment un corps qui sait résilient, qui sait répondre de façon adéquate aux challenges de la vie. Donc ça, c'est le premier profil le plus courant, en fait, hein, concrètement. La majorité des personnes ont ce type de profil. Et puis, on en a 2 autres qui sont aussi assez courants, en fait, hein. On a ce qu'on appelle des évitants. Alors, les évitants ont des histoires relationnelles, hein, qui sont assez particulières. C'est qu'ils ont appris que quand ils ont besoin d'aide, c'est plus confortable, hein, qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, tout seuls, qu'ils comptent sur personne, ou alors qu'ils s'occupent des autres avant de s'occuper d'eux-mêmes. Donc, c'est des individus, quand ils ont par exemple eu des mamans dépressives ou des mamans pas disponibles parce qu'elles avaient plusieurs enfants, beaucoup de stress, etc. Bon, je dis maman, mais c'est les papas aussi. Et du coup, ils ont appris qu'on ne va pas forcément répondre à leurs signaux d'attachement, voire qu'on ne va pas très bien les tolérer aussi, hein, qui peuvent être sanctionnés. Donc, ils apprennent à plus signaler et finalement à se débrouiller par eux-mêmes et éventuellement même à faire passer les autres avant eux-mêmes. Donc, ce profil-là, cette façon relationnelle de fonctionner, là, elle est intéressante, hein, parce que ça veut dire qu'on n'est pas facilement dépendant des autres, évidemment. Mais évidemment, quand on est confronté à la dépendance de quelqu'un qui nous demande de l'aide, ça peut devenir un peu compliqué. On peut trouver qu'ils sont pénibles, on peut avoir envie de les rejeter parce que enfin, on apprend à débrouiller, quoi, enfin, etc. Et puis aussi, on peut se sentir dans une espèce d'obligation à vraiment prendre tout le temps soin, tout le temps soin, tout le temps soin, jusqu'au burn-out, en fait. Donc, il peut y avoir des fragilités
psychologiques associées à ce profil. Donc, s'il y a besoin d'en voir plus, on en reparlera. Mais voilà, ça c'est le deuxième profil. On est quand même nombreux à avoir ce type de profil. Et j'ai envie de dire, on est quand même nombreux à avoir ce type de profil quand on travaille dans le médico-social. Voilà, je me dis, les soignants ont beaucoup, les aidants ont beaucoup ce profil-là. Oui, parce que c'est très valorisé dans notre société. C'est vrai que Dieu merci, heureusement qu'on a des soignants qui ont ces profils-là, c'est-à-dire ce profil de dire « Ok, moi, je ne vais pas passer en priorité, je vais faire passer les autres en priorité ». Et heureusement qu'on les a dans le médico-social, parce que sinon, ce serait beaucoup plus… En fait, ils sont mieux armés pour faire face. Mais attention, c'est aussi la source de fatigue, d'une fatigue professionnelle, etc. Est-ce que ces personnes-là, si ce sont des personnes qu'on accompagne qui ont ce profil-là, elles vont être plus tranquilles et avoir peut-être un peu plus de mal à supporter la perte d'autonomie? Alors, ça va être variable d'une personne à l'autre. Je dirais qu'il y a les deux. Il y a ceux qui vont avoir effectivement du mal à supporter la perte d'autonomie parce que ça les renvoie à quelque chose qui les effraie eux-mêmes, hein, l'idée de perdre leur propre autonomie, ce qui serait très stressant pour une personne qui s'est construite sur « je dois être autonome pour être bien ». Et puis, il y a aussi ceux qui ne vont pas tolérer que finalement, il y ait une autonomie quand même qui reste de la personne en perte d'autonomie. Et donc, de vouloir, d'une certaine manière, dans un désir de soin intense, presque de vraiment sauver l'autre malgré lui, j'ai envie de dire, pour me calmer moi dans mon attachement. Et donc, ne pas voir tout ce que la personne peut faire par elle-même, ne pas promouvoir finalement l'autonomie qui reste, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc, on ne peut pas juste dire, il faut toujours faire attention quand on parle de la théorie de l'attachement à ne pas faire des généralisations un peu abusives. Les profils sont complexes, les histoires de vie sont complexes, etc. Mais on sait qu'il y a des tendances et on sait qu'il y a des profils qui peuvent apporter un certain type de problématiques. Le troisième profil dont j'aimerais parler, qui est beaucoup moins répandu quand même, c'est ce qu'on appelle des profils, on va dire, plus résistants au sens actifs, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont des histoires de vie relationnelles où, tout au long de leur vie, à la question « si j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un sera là pour moi ?» ils ont répondu « je ne suis pas certain, quoi. Je ne suis pas très sûre de ça. Parfois on me répond, mais ce n'est pas adéquat, parfois on ne me répond pas, et je n'arrive pas à compter sur les autres. » Et ces personnes-là, évidemment, elles sont obligées de développer des stratégies, souvent un peu contrôlantes d'ailleurs, hein, parce qu'elles elles peuvent se sentir un peu rejetées, un peu abandonnées, un peu laissées tomber, etc. Donc, elles vont avoir un profil d'attachement qui a pour fonction de réactiver le lien tout le temps pour s'assurer qu'il fonctionne. C'est aussi un peu insécurisé, hein. C'est un peu stressant pour ces personnes-là. Et évidemment, quand se joue la question de la dépendance et de la perte d'autonomie, elles sont réactivées aussi dans leur propre stratégie d'attachement et elles peuvent avoir aussi des difficultés émotionnelles à supporter tous les challenges de prendre soin de quelqu'un qui est en perte d'autonomie. Et donc, de mal vivre, pareil, hein, le peu d'autonomie que la personne veut garder pour elle-même, par exemple, de mal vivre, de devoir tout le temps checker, s'assurer que tout va bien, etc., s'adapter à l'autre, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon ce qu'on a appris au cours de notre existence, et Dieu sait que c'est complexe, hein, là on le résume, mais c'est en fait très complexe, on peut être plus ou moins en difficulté pour comprendre nos réactions émotionnelles, notre fatigue aussi, hein, notre ras-le-bol parfois, ou notre désir de prendre soin de quelqu'un de vulnérable en perte d'autonomie. Alors, il y a un dernier profil qu'on peut aborder rapidement, mais là, vraiment, ça requiert de la formation plus approfondie, j'ai envie de dire. C'est le profil des personnes qui ont été traumatisées dans leur lien d'attachement, qui portent encore ces traumatismes, qui sont parfois pas résolus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une histoire comme ça veut dire qu'à la question « si j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un sera là pour m'aider ?» on répond en fait, j'ai peur, quoi. Il ne faut pas me poser cette question-là, ça me terrorise.
Donc, c'est ça les représentations psychologiques qu'il y a derrière. Et évidemment, du coup, quand on se retrouve face à une personne qui nous demande de l'aide, il y a des trucs qui coincent, quoi. Ça peut être très, très compliqué à ce moment-là parce qu'on peut être réactivé dans des traumas relationnels. Mais évidemment, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir approfondir. Oui. Et du coup, je me posais la question, est-ce que Tati Daniel, dans le film qui est sorti en 90, hein, serait en profil de résistante? Est-ce que c'est ce une type-là, bonne quoi? question. Alors, je n'ai pas vu le film depuis longtemps. Il faudra absolument que je le revoie pour repenser à ça au regard de notre discussion. Ce que je me rappelle du film, c'est qu'elle repousse tout le monde. Oui, Elle met tout le monde à l'écart en étant particulièrement difficile, colérique, voire un peu méchante, non? Je me trompe? oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui déclenche, moi la question que je me poserais, c'est qu'est-ce qui déclenche ce comportement difficile et méchant? Est-ce que ça vient à un moment où finalement, en étant trop gentil et trop empathique avec elle, on lui montre qu'elle est en train de perdre son autonomie et de vieillir, et donc le contrôle sur sa propre vie? Hein, donc on a en face un caregiver qui en fait trop, quoi, et qui la saoule. Oui, oui. Je me rappelle aussi dans le film que finalement, il y aura le deuxième personnage, je ne sais plus qui est l'actrice, qui a aussi un caractère trempé et qui lui rentre dedans, en fait. Oui. Et c'est ça qui va marcher dans la relation. C'est là qu'il va y avoir une relation qui va se créer et qui va permettre quelque chose de fonctionnel, d'un peu plus fonctionnel en tout cas. Et c'est intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire qu'il faut avoir quelqu'un qui a le même type de profil pour que ça se passe bien? Je ne sais pas, c'est à explorer. Il faudrait que je revoie le film en détail pour être franche. Mais oui, il y a quelque chose autour de… Alors, il faudrait voir. Mais je pense que son comportement difficile à elle a pour fonction de rejeter l'aide parce que peut-être dans son histoire, elle a appris que c'est l'autonomie qui est importante et qu'il faut se débrouiller tout seul. De recevoir de l'aide, c'est devoir reconnaître une vulnérabilité. Et pour les évitants, reconnaître une vulnérabilité, c'est angoissant. C'est très angoissant, puisqu'on a appris qu'on n'aurait pas d'aide. Si c'était plutôt une résistante, elle aurait des comportements difficiles qui auraient pour fonction de faire en sorte que les gens restent. Donc, elle serait plutôt dans une plainte grincheuse, oh, personne ne m'aide, tout le monde m'abandonne, mais jamais tu viens me voir, etc. Oui. Ça fait sens? Oui, tout voilà, à fait. Ouais. Mais c'est sur la base de ma mémoire du film qui est ancienne, hein, je ne te cache pas. Oui, oui. Donc, en fait, c'est cette fonction d'attachement, on en parle toujours, on la vit toujours, puisqu'on est toujours en lien avec les autres. Et puis, que ce soit nous en tant que professionnels, en tant que proches aidants, on peut être plus ou moins activé. Donc, c'est intéressant, en fait, de connaître un petit peu plus notre mode de fonctionnement. Connaître la théorie de l'attachement en tant que professionnel de l'aide, je pense que ça a plusieurs utilités. La première, c'est de savoir où est sa place dans la relation avec l'autre, surtout si on est professionnel. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les professionnels de la petite enfance. Les nounous, les personnes de référence en crèche ne sont pas des mamans de remplacement. Donc, quelle est leur position? Elles répondent aux besoins d'attachement, mais elles ne développent pas forcément un lien d'attachement avec les enfants. Donc, pouvoir penser cette articulation-là, c'est déjà très aidant pour ne pas être trop pris dans la relation professionnelle aussi, hein, tout en étant adéquate du point de vue de l'enfant. Donc, je suppose que c'est transposable à la personne âgée. La deuxième chose, le deuxième apport de bien comprendre la théorie de l'attachement, c'est aussi, moi là je le vois en tant que psychologue, c'est aussi comprendre qu'est-ce que nous on met dans notre relation professionnelle. C'est-à-dire, quand je ne supporte pas certains patients, ça vous est arrivé, enfin peut-être pas toi, mais moi ça m'est arrivé d'avoir des patients, la seconde où ils rentrent dans mon cabinet, je me dis waouh, et je suis déjà activée en fait. Probablement parce qu'ils viennent avec, dans leur histoire et leurs problématiques, activer quelque chose autour de mes propres besoins d'attachement et ils réactivent ma stratégie défensive et je me retrouve voilà, à devoir lutter contre quelque chose d'un peu inattendu que je dois mentaliser, dont je dois prendre conscience, au risque de le leur faire porter. C'est-à-dire que si je n'en prends pas conscience,
Je vais dire, oh, celui-là, il est casse-pied. Oh, celui-là, j'en veux pas. Il collabore pas au cadre de la prise en charge, ce genre de choses. Et en fait, alors qu'en fait, c'est peut-être quelque chose de ma propre histoire qui est en train de se jouer, de ma propre régulation émotionnelle. Je pense qu'il y a vraiment un gain à comprendre avec la théorie de l'attachement, à quel moment on va être mis sous stress. D'abord, l'effet du stress chez la personne dont on s'occupe, de quoi elle a besoin à ce moment-là. Et si on ne peut pas lui apporter ce dont elle a besoin, comment on va faire pour accompagner ça, et comment nous, on va faire pour rester centré dans une position professionnelle sans se faire embarquer aussi dans une histoire d'attachement ou dans une réactivation de notre propre histoire d'attachement, et qu'on ne ramène pas toutes nos casseroles familiales au boulot, en quelque sorte. Oui, d'accord. Donc, en fait, de comprendre tout cela, notre fonctionnement, et ça nous permet de mieux comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Ça, c'est toujours dans nos professions qui sont vraiment très en lien avec la relation humaine et donc l'attachement. C'est super intéressant. Donc, C'est surtout très protecteur. Si on pense, oui. Si on pense à… Bon, d'abord, c'est des milieux où il y a beaucoup de stress quand même. C'est fatigant, Oui. ces métiers de l'accompagnement de l'autre, à tous les, que ce soit des petits-enfants, des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, etc. La maladie au sens large aussi, à l'hôpital, par exemple. Donc, c'est des professions où il y a souvent beaucoup de turnover dans les équipes, de changement, parce qu'on ne tient pas. Beaucoup de burn-out, on s'épuise, on a beaucoup de fatigue compassionnelle. Et donc, la théorie de l'attachement nous permet de mentaliser et de penser ces processus, et ça nous permet de nous en protéger, voilà. Parce qu'on arrive, Oui. on arrive à penser les choses, on les subit beaucoup moins. Voilà. Et la théorie de l'attachement permet vraiment de conceptualiser les processus relationnels sous-jacents à l'aide, en fait, qui peuvent être à l'origine des dysfonctionnements institutionnels aussi parfois. Ça va jusqu'au management, la gestion managériale des équipes. Merci Alexandra. Moi, je comprends un petit peu mieux l'intérêt de cette approche, et puis de bien comprendre tout ce qui se joue. Je voulais juste souligner qu'on a le professeur Nicole Guedner qui va faire une formation justement sur l'attachement et la personne âgée, donc qui va expliquer un peu plus en longueur justement ce qu'est la théorie de l'attachement, qu'est-ce qui se joue quand on prend soin de quelqu'un, d'une personne âgée en perte d'autonomie, et puis nous expliquer les quelques clés pour mettre en place une pratique adaptée. Cette formation, elle a lieu en octobre, donc vous pourrez aller voir sur le site d'Umagogie. C'est vachement intéressant parce que Nicole est vraiment une grande experte, c'était ma prof à moi, donc c'est vraiment une grande experte de l'attachement. Et puis, depuis quelques années, elle approfondit vraiment, vraiment beaucoup la question de attachement et personnes âgées, qui est peut-être la dimension qui n'est pas la plus développée de la théorie. Ça commence seulement maintenant. Donc, c'est vraiment une approche innovante. Oui, parce qu'en fait, ça va permettre de vraiment développer une véritable bientraitance envers soi-même en tant que soignant ou aidant, et envers les personnes qu'on accompagne. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant en tout cas, et ça permet de travailler un peu sa posture professionnelle de caregiver, comme on peut l'appeler, ou de soignant. Voilà. Bon, en tout cas, merci Alexandra. Il y a un message que tu veux faire passer? Comme ça, je me dis, c'est un bon point de départ de faire peut-être une formation sur ce sujet, parce que ça va nous permettre en tant que professionnel, de créer quelque chose d'une base de sécurité pour soi, pour son fonctionnement à soi personnel. Et quand on a une base de sécurité, on se sent beaucoup mieux pour faire les choses. Voilà. Merci Alexandra. Merci, au revoir. Merci de votre écoute. Retrouvez-nous le mois prochain dans le podcast des Umagogues, les pédagogues centrés sur l'humain.